voilà, pour poursuivre en fait, pour continuer, je vais directement aller au point 2 en fait, de ce que j'ai prévu de vous dire. Hein. Ce n'est pas, on n'est pas à l'université, il ne s'agit pas des chapitres, c'est juste des différents points que je vais aborder, je vais les appeler comme je veux. Donc du coup, en fait, euh, il y a un point qui m'a beaucoup consterné. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, je sais que de nombreux Congolais peut-être ne l'ont pas remarqué, mais je sais que certains parmi vous l'ont constaté. Tout récemment, il y a un capitaine des FRDC, donc un militaire, un officier de l'armée nationale congolaise, qui a été assassiné à Goma, dans la ville de Goma. Il s'appelait le capitaine Guissoré. Ce capitaine a été lynché publiquement, tout simplement parce qu'il est Munyamulenge, tout simplement parce qu'il est Tutsi, parce que les Banyamulenge sont majoritairement des Tutsis. Je mettrais ma main à couper que s'il n'avait pas été Tutsi, si c'était un Hutu par exemple, il n'aurait pas été lynché. Donc il n'y a aucun doute que ce capitaine a été tué parce qu'il était Tutsi. Ses collègues des FRDC, certains de ses collègues, ils étaient là. Ils ont assisté à la scène. Ils n'ont rien fait pour, pour empêcher en fait que ce qui c'est pour empêcher le pire en fait. Et ce n'était pas la première fois malheureusement qu'un tel acte s'est produit. Le gouvernement même, le gouvernement congolais lui-même a reconnu que c'était un crime à caractère ethnique. Donc du coup, la chose qui... Ce capitaine a été tué. Mais moi, la chose qui m'a beaucoup... en fait, qui m'intrigue jusqu'à aujourd'hui, qui me travaille au fond de moi, c'est le fait que actuellement, c'est une période électorale. Je ne sais pas si vous avez constaté, il n'y a pas un seul poids lourd des politiciens congolais, je veux dire des candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre, qui a publiquement condamné cet acte. Pas un seul. Et si je me trompe, vous pouvez mettre en commentaire la preuve que je me trompe. Ok. Bon, je suis un humain, je peux me tromper. S'il y a un politicien qui l'a fait publiquement, bon, a priori, je m'excuse s'il l'a fait. Mais je mettrai ma main à couper que personne ne l'a fait. Je parle bien sûr des grands ténors de l'opposition et même comment dire, du parti au pouvoir, du régime au pouvoir actuel. Euh, Mis à part le fait que le gouvernement, par le biais de son porte-parole, l'a condamné. Ok. Voilà. Donc du coup, moi, ça m'a interrogé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je sais pourquoi ils n'ont pas voulu condamner cet acte. C'est justement à cause de ce que je disais tout à l'heure, de cette toussiphobie-là, ou de l'anti-toussisme des Congolais, parce qu'ils savent, ces politiciens, ils savent que les gens en RDC n'aiment pas les Tutsis, que les gens détestent les Tutsis. C'est un fait, malheureusement. Je ne suis pas, je ne suis pas heureux d'en parler. J'aurais aimé ne pas en parler, mais c'est un fait. Il est vrai que les gens vous diraient, les gens vont vous dire que non, c'est de la manipulation, c'est pas vrai. Mais rappelez-vous de ce que j'ai dit, de la différence, ce que j'ai dit au sujet de la différence entre un fait et une opinion. Ça, c'est un fait. Si ce n'était pas un fait, un tel acte ne se serait pas produit sans qu'il soit unanimement condamné par toute la classe politique congolaise. Lorsque George Floyd aux États-Unis a été lâchement tué, je ne vais pas revenir sur l'histoire de George Floyd, beaucoup parmi vous savent ce qui s'est passé. Le monde entier a condamné cet acte. Moi, j'ai vu des blancs verser des larmes.
Parce que ce qui lui était arrivé était inhumain. C'était de la barbarie. Et beaucoup d'Africains, même sans être Américains, ont condamné cet acte parce qu'avant tout, George Floyd, il était noir. Je vais prendre l'exemple de quelque chose qui ne concerne même pas un être humain. Lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu, beaucoup de gens ont condamné, non, excusez-moi, ils n'ont pas, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, beaucoup de gens ont montré de la sympathie, ont témoigné leur sympathie envers la France, du fait que l'un de ses plus grands monuments, parce que quand même Notre-Dame c'est un grand monument, c'est l'un des symboles de la France, j'avais même vu certains de nos hommes politiques faire des communiqués à cause de Notre-Dame, qui est un bâtiment qu'on peut reconstruire. Et la France en a le moyen. Je ne dis pas que c'était une bonne chose que ce bâtiment ait pris feu. Mais ce que j'essaie de dire est que comment est-ce que les gens peuvent se mouvoir parce qu'un bâtiment a pris feu et ils ne manifestent pas le même sentiment lorsqu'un être humain est lâchement assassiné de cette façon. Bien sûr, certains et beaucoup l'ont fait pour ce qui est de George Floyd. Mais pourquoi ne pas le faire lorsque c'est votre concitoyen, lorsque ça se passe dans votre pays? Vous ne le faites pas. Ça se passe près de chez vous, mais vous ne dites rien. Et comment dire, vous aspirez à diriger les pays. C'est ça le plus grand problème. Parce que quand on dirige un pays, on est comme un chef de famille. On est le chef de tout le monde, de bons et de mauvais enfants. Encore que là, il ne s'agit pas d'un mauvais enfant, parce que c'était un capitaine des FARDC, un militaire même qui était handicapé suite aux affrontements avec la rébellion. Il combattait la rébellion, ou les rébellions, parce qu'il y en a beaucoup en RDC, comme ses autres collègues. Donc il a sacrifié sa vie pour l'État, pour la nation. Donc c'est tellement injuste ce que la classe politique congolaise, comment dire, l'absence d'émotion, de compassion à l'égard de ce qui est arrivé au capitaine Guy Soré. Tout ça parce qu'ils sont conscients que ça ne peut pas servir leur ambition politique. Parce que moi, je suis convaincu que si toute la classe congolaise, toute la classe politique congolaise condamnait cet acte et faisait des campagnes tous azimuts pour que ces genres d'actes ne se répètent plus, les gens auraient voté quand même pour eux. Si toute la classe le fait. Si toute la classe politique le faisait. Et en disant ce que je viens de dire, je ne suis pas en train de défendre un pays étranger, quel qu'il soit, parce que je ne comprends jamais, alors que moi je ne fais que parler des citoyens congolais, qui sont congolais à part entière, parce qu'on ne peut pas entrer dans l'armée si on n'est pas congolais, mais je ne comprends pas par quelle magie, alors que je parle de citoyens congolais, je ne comprends pas par quel coup de baguette magique les gens, tout à coup, ils se retrouvent en train de parler d'un pays dont moi je n'ai pas parlé, et dont je ne vais pas citer les noms. Voilà, donc du coup, si vous défendez les Tutsis en RDC, vous devenez l'ennemi en quelque sorte l'ennemi de la République ou l'ennemi de tout le monde. Certaines personnes ne veulent même plus vous adresser la parole. Vous avez écouté les témoignages des avocats, des collectifs d'avocats. Voilà, donc, et moi, personnellement, c'est quelque chose que je vis aussi. Et des gens comme Ludovic Kalengai ont dit également la même chose. Tout ça, c'est la preuve que cette tussiphobie-là est une réalité. Parce que ce n'était pas une réalité. Parce que si ce n'était pas une réalité, les gens n'allaient pas se créer des ennemis tout simplement parce que pour la simple raison d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je mets quiconque au défi
de me donner l'exemple d'un seul citoyen congolais qui a été inquiété parce qu'il a défendu telle ou telle autre communauté. C'est uniquement lorsque vous défendez les Tutsis que vous êtes vous-même discriminé. Donc du coup, comme je le disais tantôt, la tussiphobie, c'est une réalité. Vous allez constater une chose. Aujourd'hui, on vous parle plus d'un mouvement rebelle, alors qu'il y en a plus de 200 dans notre pays. Certaines sources parlent de 266 groupes armés. Mais parmi tous ces groupes armés, au niveau national comme au niveau international, on ne parle que d'un seul. Parce que toute la puissance du gouvernement s'est focalisée sur ce groupe-là. Et à mon avis, c'est parce que dans ces groupes, il y a une majorité des Tutsis. C'est ça la vraie raison. Parce que, rappelez-vous, il y a des mouvements, il y a des groupes armés au Congo qui font des ravages, comme les ADF. Les ADF Nalu. Si vous vous rappelez bien, lorsque l'armée ougandaise est venue au Congo, il y a 2 ou 3 ans, c'était sur invitation du président Tshisekedi. Elle n'est pas venue d'elle-même. Et pourquoi est-ce que le président Tshisekedi avait fait appel à l'armée ougandaise? C'était pour combattre les ADF. Les ADF Nalu, c'était dans le but de les éradiquer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les ADF, c'est un groupe qui est composé en fait des Ougandais. Ce n'est pas un mouvement qui est composé des citoyens congolais. Bon, maintenant on ne sait pas, peut-être qu'il y a certaines complicités locales, ça c'est souvent le cas avec les RDC, mais avant tout, ce sont des Ougandais. Et au moment où l'armée ougandaise est entrée en RDC, à ce moment-là, le M23 n'était pas encore activé, pour utiliser cette expression-là. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas d'épée. Parce qu'un président d'un pays ne peut pas faire appel à une armée étrangère s'il y a la paix chez lui. Bon, même si moi je n'aurais pas pris la même décision. Si moi j'étais lui, j'aurais cherché à régler la question autrement sans devoir recourir à une armée étrangère. Mais ça, c'est autre chose. Et ça, c'est juste une opinion que je viens d'exprimer. Donc, du coup, en dehors des ADF, il y a la Codeco qui fait beaucoup de ravages en Ituri et dont le MAP le plus lourd tribut, la Codeco. On n'en parle pas. Et beaucoup ne connaissent pas la Codeco. Tout simplement parce que ces membres ne sont pas Tutsis. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et, et je ne le dis pas sur base de rien, c'est sur base de tous les éléments que je suis en train de développer ici. Voilà, donc du coup, je vais vous donner ce que moi je pense comme étant les causes, ce que je considère comme étant les causes de cet anti-toussisme-là des Congolais, de cette toussiphobie-là. En fait, la première raison, la première cause, à mon avis, c'est la mauvaise conception de la nationalité. Non seulement au Congo, mais généralement en Afrique. En Afrique, les gens ont une mauvaise conception de la nationalité. Moi, je vécu en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies comme les Bété, les Agnis, les Baoulés, et les autres. Il y en a beaucoup en fait. Et comme partout sur le continent, ces genres d'ethnies, vous allez les retrouver également dans les pays voisins. Et ce que j'ai constaté en Afrique en général, lorsque vous voulez, lorsqu'une personne veut avoir la nationalité d'un pays, c'est-à-dire veut se faire, ça peut être légalement ou par des voies vraiment illégales, j'ai constaté que les gens, ils prennent le nom de peuples locaux. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez voir des étrangers
prendre les noms, si vous êtes dans une famille des Baoulés, cette famille, le membre de cette famille ou un membre de cette famille va vous faire passer comme un enfant de la famille. Et donc, du coup, on va vous donner un nom baoulé, comme Kwasi par exemple. Je sais que Kwasi, c'est un nom baoulé. Donc, on va dire, voilà, tel qui s'appelait peut-être, je ne sais pas, peu importe les noms que vous aviez avant. Et vous pouvez garder votre prénom et puis on va vous donner un nom de famille baoulé, Kwasi par exemple, ou Kwadjo. Et donc, du coup, ils vont vous amener à l'état civil. Ils peuvent même déclarer que vous êtes né là-bas, en Côte d'Ivoire, alors que ce n'est pas vrai. Et tout ça, une façon de justifier votre nationalité ivoirienne. Et ça se fait dans beaucoup de pays. Au Burundi, par exemple, je sais qu'au Burundi, il y a beaucoup de jeunes Congolais d'Ouvira, de Bukavu et même d'ailleurs qui vont à Bujumbura pour des raisons économiques ou autres et qui s'intègrent dans la société burundaise. Et vous allez voir des Congolais, peut-être Bafuliro, Bavira, Babembe, voire même Barega, changer de nom, devenir par exemple des Sengiumva ou je ne sais pas, des Bigirimana, pour avoir la nationalité burundaise en fait. Et, et faire croire qu'ils sont nés au Burundi. Même chose pour ce qui est d'autres pays, ça se passe généralement comme ça. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise conception de la nationalité? Parce que vous n'avez pas besoin d'échanger votre nom pour être citoyen d'un pays. En fait, en Afrique, on confond le fait ethnique, c'est-à-dire l'ethnicité, et la nationalité. On est membre d'une ethnie par naissance. Si vous n'êtes pas né Bété, Baoulé, Agni, Mufulio, Mourega, Mouvira, Moutetela, vous ne pouvez pas les devenir. Mais par contre, vous pouvez devenir citoyen d'un pays, que ce soit le Congo ou un autre pays, même si lors de la naissance, vous aviez une autre nationalité. Et lorsque vous acquérez cette nouvelle nationalité, il n'est pas nécessaire que vous changiez votre nom. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent en Occident et qui ont gardé leur nom des Tamboué, Moulumba, Sengiumva, Bigirimana, parce qu'il y a des Bigirimana congolais également, des Sengiumva ou je ne sais pas quoi, peu importe leur nom. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont acquis d'autres nationalités et qui n'ont pas changé leur nom. Donc vous voyez que ce n'est pas une affaire de... ce n'est pas nécessaire de changer les noms. Maintenant, du fait qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, et surtout dans l'exemple qui m'intéresse, c'est-à-dire le Congo et la région des Grands Lacs, le Congo, le Rwanda, le Burundi et tous les pays qui entourent le Congo, donc tous ses voisins, du fait que généralement dans ces pays, il n'y a pas de fichiers nationaux d'identité ou de bases de données où on a les informations de tous les citoyens, et du fait que les registres de l'état civil ne fonctionnent pas bien, je vais revenir sur les registres de l'état civil tout à l'heure, donc du coup, vous pouvez changer de pays comme vous voulez. Un jour, au cours d'un débat, un jeune homme d'Ouvira avait évoqué cette question comme l'une des causes de l'insécurité ou des conflits. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il avait raison et c'est quelque chose dont moi aussi je parle souvent. En RDC, par exemple, vous pouvez, pour prendre l'exemple du mariage, vous pouvez vous marier 10 fois et l'État ne va pas le savoir. Vous pouvez vous marier à Kinshasa, vous allez à Lubumbashi, vous allez à Kisangani, à Kolwezi et ailleurs, partout où vous voulez, partout où vous passez, vous vous mariez et l'État ne va même pas savoir que vous vous êtes marié autant de fois que possible. Alors que vous ne pouvez pas le faire dans des pays développés. Dans les pays développés, il suffit de donner votre nom à un officier de l'État civil, voire même dans n'importe quel point de contrôle, pour que on puisse avoir tout l'historique vous concernant. Donc vous voyez, donc ça c'est quelque chose, peut-être que je vais y revenir, mais ça c'est l'une des raisons qui fait que euh, euh, on discrimine en fait les Tutsis congolais parce que du fait de l'absence d'un fichier national d'identité ou d'un registre de l'état civil qui fonctionne correctement, on ne sait pas qui est qui était là avant qui.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est l'explosion au niveau social. Moi, il y a souvent des gens qui me demandent, Bill, dites-nous, parce que pour beaucoup des Congolais, ils pensent que les Banyamulenge, en fait, c'est les réfugiés des années 50, 59, 60, 61, 62 ou 63. Et il me pose des. Il y avait en fait des réfugiés qui étaient venus du Rwanda au cours de cette période et qui sont venus s'installer au Congo, pas seulement au sud Kivu, que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, et dans d'autres pays comme le Burundi, la Tanzanie et même l'Ouganda. Et les Kagame, par exemple, et tous ceux qui avaient constitué les FPR, certains ou beaucoup parmi eux, ils étaient issus de ces réfugiés-là. Et donc, du coup, il y a des gens qui me demandent, qui me posent souvent la question. Il y a un certain monsieur qui aime s'appeler bureau d'études sur le Congo, sur le Rwanda, pardon, et qui dit, ouais, Bill, dites-nous où sont partis ces réfugiés-là. Et moi, je lui dis, et c'est là où, c'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais de la différence entre les faits et les opinions, et voilà, même les registres de l'état civil, et c'est là que c'est important. Parce que ce monsieur-là, quand il me pose cette question, il oublie que moi, par exemple, je ne suis pas un officier de l'état civil. Cette question, normalement, il devrait la poser à l'état congolais, pas à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il ne la pose pas à l'état congolais? Parce que l'état congolais lui-même ne sait pas. Donc vous voyez, l'état congolais lui-même ne sait pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit qu'il n'y a pas d'État en RDC. Ok, bon, voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais vous voyez l'idée. Parce que si les registres de l'état civil fonctionnaient correctement, eh bien, ça serait facile de vérifier qui était là avant qui. Et peut-être ceux qui pensent qu'ils sont plus congolais que d'autres, on aurait peut-être découvert autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça c'est l'un des problèmes du continent africain. L'autre raison qui fait que les Tutsis sont discriminés, c'est les théories racialistes. C'est à cause des théories racialistes. Vous savez, excusez-moi, je suis en train de vérifier quelque chose.